Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le 23e sommet de l'Union africaine s'est donc ouvert à Malabo, en Guinée équatoriale. À l'ordre du jour, la lutte contre le terrorisme en Afrique, un vrai défi pour le continent. Les groupes sont de plus en plus nombreux, Boko Haram, AQMI, les Chebab. Ils sévissent du Nigeria jusqu'à la Somalie. Hier encore, Abuja, la capitale politique du Nigeria, était frappée par un attentat qui a fait au moins 21 morts. Une attaque qui n'a pas été encore revendiquée, mais les autorités nigérianes soupçonnent très fortement la secte islamiste Boko Haram. Alors tous ces groupes sont-ils liés? Ont-ils des revendications communes? Que peut faire le continent pour lutter contre le terrorisme? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Martin Ziguélé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Vous êtes ancien Premier ministre de Centrafrique, c'est entre 2001 à 2003, sous Ange-Félix Patassé. Vous êtes aujourd'hui président du parti du Mouvement de Libération pour le peuple centrafricain. Et ça va nous intéresser, la Centrafrique. On va parler de la Séléka. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un risque que la Centrafrique devienne peut-être une base arrière pour les terroristes, tant le chaos règne aujourd'hui dans le pays? Anne Goudichelli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultante. Vous travaillez pour Terrorisque, qui est une structure donc, de conseil opérationnel sur les risques politico-sécuritaires. Et vous vous intéressez beaucoup justement à ces risques terroristes en Afrique. Général Vincent Desportes, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'école de guerre et professeur associé à Sciences Po et HEC. Seydi Kaba, bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le président nigérien Mamadou Issoufou au micro de France 24 à Malabo. La menace est grave, elle est toujours grave. Mais je suis convaincu qu'on arrivera à bout de cette menace. Il y a beaucoup d'actions, contrairement à ce que l'on pense. C'est vrai, on discute, on se concerte, mais on agit également. Martin Ziguélé, ça fait des années quand même que vous êtes aux affaires. Comment vous expliquez cette montée du terrorisme? On a le sentiment que plus les mois passent et plus c'est un phénomène qui prend une importance incroyable sur le continent. Jour après jour, on a des attentats au Nigeria, on en a au Mali, on en a au Kenya. Oui, je voudrais d'abord dire qu'il faut sortir d'un certain nombre d'idées reçues. Le terrorisme n'est pas lié forcément à une religion. Souvenez-vous, il y a 15 ans en Afrique, c'était la Renamo au Mozambique. C'était un milieu complètement chrétien ou païen. Puis c'était dans l'est de la RD Congo, c'était des mouvements de rébellion, des mouvements durs. La Casamance, etc. C'était pas forcément, il n'y avait pas une coloration forcément religieuse. Puis le problème s'est accentué notamment avec l'apparition des tendances, j'allais dire, salafistes, etc., déjà en Afghanistan, etc., en Irak, en Iran aussi. Et puis, ce type de prosélytisme religieux a déferlé sur l'Afrique et ça a coïncidé à un moment où nous, on était au tournant des années 94 avec les restructurations de l'économie, beaucoup de problèmes de croissance, beaucoup de problèmes d'emploi, beaucoup de problèmes de pauvreté et la conjugaison de tout, et l'affaiblissement aussi concomitant de l'État. Et le fait que les armées africaines, je parle sous le contrôle de notre ami le général et spécialiste, les armées africaines n'ont toujours pas d'ailleurs beaucoup de capacité d'adaptation à ce nouveau risque de péril. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, on compte plutôt les États qui sont stables. Parce que le problème du terrorisme et de l'insécurité en général est devenu vraiment un lieu commun. Et naturellement, il y a eu les derniers problèmes en Libye. Oui, alors peut-être que la Libye, c'est peut-être ça ce qui a peut-être accéléré le processus. Anne Goudichelli, vous, comment vous expliquez que jamais les terroristes n'ont autant frappé le continent africain et que c'est devenu, il y a des attaques quasi quotidiennes maintenant? Bon, il y a eu quelques bouleversements dans la région qui sont sur le continent africain aussi. Je parle notamment de l'Afrique du Nord, où il s'est quand même passé quelques révolutions qui ont eu un impact aussi sur, je dirais, globalement, les relations entre certains groupes qui étaient plutôt basés en Afrique du Nord, une partie au Sahel, et l'ensemble de la situation, je dirais, géopolitique a contribué à renforcer ces groupes. Mais
si vous voulez, chaque époque a sa forme. Celle-ci est la forme que vous évoquiez maintenant, c'est-à-dire sous prétexte d'une religion avec des financements probablement liés à je dirais, certains régimes qui font du prosélytisme avec cette religion, eh bien, ont renforcé leurs capacités. Mais il ne faut jamais oublier que tout développement de ce qu'on appelle le terrorisme, eh bien, s'appuie quand même sur des problématiques de développement et de bonne gouvernance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique est à une étape importante. Il y a des régimes, les dirigeants qui ont suivi, qui ont émergé à la suite de la phase post-coloniale vont petit à petit partir. Une nouvelle génération arrive aujourd'hui avec des gros problèmes de développement. Comment vont-ils gérer ça ? On ne sait pas, mais en tout cas, la seule réponse militaire n'est certainement pas la seule qui puisse être mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a réellement le développement, des problèmes de bonne gouvernance et de développement, et c'est le terreau du terrorisme, comme on le sait. Non, si on peut effectivement reconnaître que l'absence de développement ou les difficultés de développement ont favorisé la montée du terrorisme parce que les jeunes sans emploi sont recrutables facilement. Pour 100 €, certains jeunes sont recrutés dans le nord du Mali ou dans d'autres régions de l'Afrique parce qu'ils n'ont aucune autre perspective que celle-là. 100 € suffit pour recruter un jeune, l'embarquer dans une katiba, en faire un élément terroriste. Souvent, c'est par désespoir. Mais en revanche, il me semble moins évident de faire le lien entre le problème de gouvernance et le terrorisme, parce que l'Afrique, quand même, a enregistré des efforts de démocratisation importants. Il y a aujourd'hui plus de régimes en Afrique qui sont arrivés à la faveur des élections, même si elles sont souvent discutables, que des régimes qui sont des régimes dictatoriaux, comme il a pu en avoir au lendemain de l'accession à l'indépendance des pays. Un des facteurs qui a joué dans la montée du terrorisme en Afrique, parce que si vous prenez aujourd'hui, sur les 5 régions du continent, au moins 4 sont concernées par des phénomènes terroristes. Le nord de l'Afrique, avec le GSPC d'abord, qui est devenu AQMI. L'Afrique de l'Ouest, avec ce qu'on sait, le Mali et le Niger. L'Afrique centrale, Boko Haram, parce que ce n'est plus l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ça touche le Cameroun, ça touche le Tchad et peut-être demain la Centrafrique. Et l'Afrique de l'Est, avec les phénomènes Shobab. Donc, il y a l'ensemble du continent et il y a même un risque qu'un certain axe de terrorisme, un arc terroriste, se dessine qui part de la Somalie, jusqu'à la Somalie. De la Somalie, justement, jusqu'à l'Afrique du Nord, en passant par le Nigeria, etc. Donc, il y a ce risque-là. Et à mon avis, un événement comme ce qui s'est passé en Libye a été très déterminant dans la provocation du risque terroriste. Aujourd'hui, comme vous avez si bien dit en introduction, il y a une métastase terroriste sur le continent à laquelle il faudra faire face. Général Vincent Desportes, c'est vrai que la Libye, on a le sentiment, a quand même donné le coup d'envoi, si je puis dire, de cette montée du terrorisme. C'est votre sentiment aussi Clairement, non mais clairement, bien sûr, puisque le régime de M. Kadhafi avait de grands défauts, mais il avait une grande qualité, c'était d'être relativement stable. Et puis, je dirais, d'aider finalement au développement des économies des pays en dessous de la zone sahélienne par les subsides qui repartaient vers les pays d'Afrique noire. Donc, on était dans un régime qui était tout à fait affreux, mais qui était stable. Et puis, on le sait bien, une partie de l'armée libyenne était ces gens du MNLA, etc., qui sont, une fois que le régime a explosé, ces gens-là sont repartis et ont compris assez rapidement qu'au lieu d'être payés par M. Kadhafi, ils pouvaient tirer des subsides tout à fait importants, des trafics de drogue et des trafics humains dans la zone sahélienne. Donc il est évident... Et une dissémination aussi des armes. Une dissémination des armes, bien sûr, des armes de l'arsenal de M. Kadhafi. Donc il est évident que notre intervention en Libye a accéléré. Un des phénomènes déterminants, et hélas, il se situe juste après l'intervention américaine en Irak, qui, elle, détruit le Moyen-Orient, et on voit donc, hélas, que deux grandes puissances occidentales ont commis des erreurs stratégiques fondamentales. Alors justement, Martin Ziguélé, est-ce qu'il n'y a pas aussi, chez ces groupes terroristes, une haine de l'Occident ? On voit Boko Haram qui signifie, enfin, contre l'éducation, qui est contre l'éducation occidentale. Je pense aussi
aussi à ces Shebabs somaliens qui ont attaqué ce centre commercial au Kenya et qui s'en sont pris, enfin qui ont épargné en tout cas les musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une haine de l'Occident qui monte justement sur le continent africain et qui expliquerait aussi que ce terrorisme prenne au sein de la population, des populations? Non, mais Boko Haram signifie, sous réserve de mes connaissances à Hausa, non à l'Occident, non à l'école occidentale. Mais Boko Haram, c'est beaucoup plus non à la lucidité, non à la connaissance et non au progrès. Parce que ces hommes et ces femmes qui militent dans Boko Haram, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des moyens de communication, des médias fabriqués grâce à l'école et à la connaissance et à la technologie, et qui viennent de l'Occident. Donc, à mon avis, c'est une haine de l'Occident aussi, hein? Non, moi, je pense que fondamentalement, Boko Haram, c'est des mouvements de contestation de l'ordre établi. Des mouvements de contestation de l'ordre établi, parce que derrière cela, il y a des flux financiers, il y a des trafics, il y a des flux physiques, comme on dit en économie, il y a du trafic d'essence, de cigarettes, de drogue, d'êtres humains, etc. Et tout cela est mis sous le couvert de la religion. Ils savent très bien qu'ils ne prendront jamais le pouvoir au Nigeria. Ils le savent. Ils savent très bien que ce n'est pas leur démarche qui détruira l'Occident, entre guillemets, mais ils veulent déstabiliser, créer une situation de chaos pour s'accaparer d'une certaine rente. C'est ça le fond du problème. Et quand vous dites qu'il y a une adhésion de la population, je n'irai pas si vite en besogne. Lorsque vous voyez le milieu sociologique africain, quand vous êtes dans un village, quelqu'un a une arme et que vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on vous dit de transporter des bagages d'un endroit à un autre ou de dissimuler telle chose, vous n'avez pas le choix parce que vous avez à faire le choix entre votre vie et le refus d'exécuter cet ordre-là. Vous voyez les jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Dieu seul sait ce qu'elles sont devenues. Mais on dit que dans le nord du Nigeria que quand même une partie, je ne sais pas quelle est l'ampleur de cette partie de la population, aurait quand même rejoint aussi Boko Haram parce que l'armée nigériane a fait de nombreuses opérations militaires dans le nord et que les civils ont été des victimes collatérales. C'est exact. Au départ, Boko Haram n'avait pas l'ampleur, je dirais, l'internationalisation qu'il a aujourd'hui. Au départ, c'était un groupe contestataire par rapport à l'ordre, c'est-à-dire le régime en place. Bon. Ensuite, la vacance, l'absence d'État, le fait que des populations se retrouvent comme hôtes, comme vous disiez, avec pour seul interlocuteur représentant de l'ordre, ces groupes-là. On l'a vu aussi au Nord-Mali pendant toute la phase d'occupation en 2012, des groupes qui, en fait, d'une certaine façon, étaient... la population n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur ça, ou c'était mourir, ou c'était... voilà. Donc, c'est souvent... Il s'appuie sur la population pour constituer des micro-organisations, si vous voulez, à partir desquelles ils peuvent ensuite prendre une ampleur de plus en plus grande. Et la violence de la façon dont l'État va gérer cette situation va plus ou moins avoir un effet productif ou contre-productif. Et on sait très bien que la gestion aujourd'hui de Jonathan Goodluck est mise en cause, et dans la mesure où une certaine façon de répondre à ça, c'est-à-dire par la violence au même niveau que les adversaires, on va dire, eh bien, crée une surenchère. Une surenchère avec des soutiens d'autres groupes éventuellement dans la région, mais en tout cas, ça crée une surenchère et une escalade dans la violence. Non, justement, comme l'a dit M. Ziguélé, la mauvaise réponse que le gouvernement du Nigeria a apportée a souvent créé une adhésion aux thèses de Boko Haram, non pas parce que les gens adhèrent aux thèses, mais parce qu'il y a un rejet de la façon dont l'État fédéral a répondu. Un exemple très concret, dans l'État du Borno, qui est l'épicentre de Boko Haram, le berceau de Boko Haram, il y a eu des problèmes dans un village qu'on appelle Baga. Ce que le pouvoir fédéral a fait, il a envoyé des engins blindés, il a envoyé des avions de chasse qui ont quasiment rasé les villages. Des innocents ont été tués, etc., etc. Et du coup, les parents de ces personnes-là, par rejet de ce qui vient d'être fait, par souci de vengeance, certains ont pensé qu'ils pouvaient rejoindre Boko Haram par rejet de l'État. Deuxième chose qui s'est passée, Boko Haram, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le financement de Boko Haram. Mais Boko Haram se finance aussi par le racket des populations. Les gens, notamment les hommes d'affaires locaux, sont appelés à payer une sorte de rançon, une sorte d'impôt de guerre. De dîme. Voilà, de dîme.
Parce qu'ils ne payent pas parce qu'ils adhèrent à ce que Boko Haram fait, mais parce que s'ils ne payent pas, ils vont être punis et ils ne sont pas sûrs que l'État fédéral va venir les protéger. Donc tout cela a contribué à ce que Boko Haram ait une certaine assise, non pas parce que les gens sont d'accord avec ce qu'il fait, mais parce qu'il y a ces deux éléments-là. Oui, c'est-à-dire, pardon, c'est juste, c'est tout à fait juste, mais c'est pas spécifique à un groupe terroriste. Ça. Pourquoi on les appelle c'est typiquement une stratégie de mafia. Absolument. Mais non, une stratégie de mafia et puis qui s'appuie sur un rejet du régime, bien sûr. Une mauvaise approche du gouvernement fédéral. Au lieu de trouver la bonne réponse au vrai problème, la mauvaise réponse donne un résultat contre-productif totalement. Vincent Desportes, est-ce qu'il y a un lien entre tous ces groupes? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que le chef de Boko Haram parle au chef d'AQMI? Est-ce que celui d'AQMI parle au Shebab? Non mais... Alors, il paraît, selon des intercepts... Pardon, je vous en ai... Non, mais vous êtes sûrement bien meilleur que moi dans cette affaire-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Et l'intérêt commun, c'est l'argent. Et donc, c'est des gens qui trafiquent sur les mêmes éléments, sur la personne humaine, sur la drogue, etc. Donc, évidemment, ils se parlent. Est-ce qu'ils en sont à organiser ensemble ces États mafieux dont on parlait? Je ne le crois pas. Mais ils ont des intérêts communs. Ils appartiennent au même monde. Ceux qui luttent pour la préservation du chaos qu'ils leur rapportent. Et donc, évidemment, ils se parlent parce qu'ils ont des intérêts communs. Anne Goudicelli. Oui, je disais qu'il y a des interceptions qui font état d'une tentative de dialogue entre la direction d'AQMI et la direction de Boko Haram. Et que je dirais que AQMI s'est fait retoquer parce que Boko Haram considère qu'il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Et donc, en gros, on n'est pas forcément dans une stratégie de globalisation sur l'Afrique. C'est vrai que quand on fait un sommet à Paris sur Boko Haram, une mobilisation de tous les chefs d'État, on a tendance à aider à ce qu'il y ait une globalisation. Donc, je dis ça en termes de comment ce message peut être reçu. Voilà, donc il faut être aussi vigilant là-dessus. Il est évident qu'il y a un orgueil dans ce mouvement qui fait qu'aucun ne va être sous la tutelle de l'autre. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des collaborations ponctuelles. On a vu notamment, avant que les choses ne se passent comme elles se sont passées au Nord Mali, que certains de Boko Haram étaient venus pour être entraînés par le Moudjahou. Ils venaient pour avoir de l'expertise, ils étaient venus, donc il y a des passerelles. Et puis, certaines informations ont fait état de certaines sommes d'argent, la rançon qui a été versée au Nord Mali et qu'on a retrouvée au Nigeria avec Boko Haram. Ça veut dire qu'il y a des efforts de solidarité parce que, comme l'a si bien dit le général, eux, ils pensent qu'ils ont un ennemi commun, ils ont un mode opératoire commun, ils ont des choses communes, donc il n'est pas exclu qu'il y ait des formes de solidarité, même si il n'y a pas une pyramide organisée dans laquelle il y a une tutelle qui, comme on l'a vu sous AQMI avant, il y a Ben Laden, et puis il y a les autres mouvements. C'est-à-dire que l'image de la mafia qui a été utilisée tout à l'heure est une bonne image. La mafia se partage une ville, s'entend bien pour régler des flux, etc. C'est la même chose. Il y a une espèce de partage des territoires et de bonne compréhension, sachant qu'ils n'ont aucun intérêt à lutter les uns contre les autres, mais au contraire, ils ont intérêt à préserver leurs intérêts dans leur propre zone. On va faire une petite pause, le temps du rappel des titres, et on se posera cette question, c'est comment combattre ce terrorisme, comment combattre Boko Haram, comment combattre les Shebab, comment combattre AQMI. Voilà la question que nous poserons à nos invités. C'est dans la seconde partie du débat dans un instant. À tout de suite.